Faisons donc un retour dans l'histoire de l'électricité. Oui, un retour loin en arrière. Bidouilleur, salut, on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électronique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. J'ai pensé faire quelque chose d'un petit peu différent cette fois-ci. J'ai des livres, quelques-uns, des livres qui remontent assez en arrière, comme celui-ci par exemple. C'est un livre des principes de l'électricité, Principles of Electricity, d'édition 1938. Donc, on parle d'un livre qui est très vieux, quoi, presque 70 ans, si mon calcul est bon. Oui, je crois que c'est ça. C'est un livre qui était écrit dans le contexte de la téléphonie et du télégraphe. Okay? C'est un livre qui était écrit pour les employés de la téléphonie, particulièrement ceux de AT&T aux États-Unis, la compagnie de téléphone qui est plus que centenaire. Et c'était écrit par des employés de AT&T pour les employés de AT&T. Mais celui-ci m'a été donné par mon oncle Adrien, qui est mort il y a plus de 35 ans et qui travaillait chez Bell Canada, la compagnie canadienne de téléphone. Donc, visiblement, ces livres étaient disponibles à plus grand que juste aux employés de AT&T aux États-Unis. Alors, c'est un livre jauni, vous comprendrez. J'ai pensé qu'on pourrait le parcourir rapidement. Je vais me mettre des onglets, on va pouvoir aller voir les choses qui sont intéressantes dans le contexte du bidouillage aujourd'hui versus ce qui se passait dans le passé. OK? Alors, on y va, on regarde ce qu'il y a dedans. Alors, un livre sur les principes d'électricité. On parle bien d'électricité, non pas d'électronique, là. Qui s'applique sur la téléphonie et le télégraphe aussi. 1938. Alors allons-y, je me suis mis des petits onglets là. Première chose intéressante, regardez-moi, l'esprit de l'électricité. Une espèce de statue qui représente l'électricité. Bon. Alors on dit ici que le livre a été d'abord commencé en 1922 et il y avait, à partir de 1928, une édition annuelle de ce livre. Et là, ben, celle-ci, c'est l'édition de 1938. D'accord? Alors, la première chose intéressante à constater, c'est certains symboles ici. Tout d'abord, regardez les commutateurs, ou les interrupteurs, je devrais dire, qui sont des interrupteurs à lame ou à couteau. Alors ça, c'est très typique de l'époque. Regardez la forme ici du récepteur téléphonique qui illustre ce qu'est un récepteur et ce qu'est un émetteur, donc le micro. Très amusant. Et l'autre chose à souligner, des condensateurs, on appelait ça en anglais des condensers et non pas des capacitors. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on appelle ça des capacitors, des condensateurs. À l'époque, c'était des condensers. Pourquoi ils ont changé cela? J'ai aucune idée. L'onglet suivant. Ici, ce qui est intéressant à vous montrer, on parle vraiment de la base de l'électricité. On parlait des matériaux isolants. Et regardez la liste des matériaux isolants. De l'air, du shellac, de la paraffine, du papier de paraffine, du papier de l'huile de paraffine, de l'ébonite, du caoutchouc, de la porcelaine, du soufre, du verre, du mica, de la soie, du vernis, du papier sec, de la celluloïde, du bois sec, de la fibre, de l'eau distillée et de l'alcool. On ne voit pas plastique, on ne voit pas téflon, on ne voit pas aucune des matières synthétiques. Alors, à l'époque, ils devaient travailler avec ces isolants et rien d'autre. Les plastiques n'existaient pas vraiment beaucoup, à part le bakélite, on peut dire, là, qui était peut-être le plastique le plus populaire à l'époque. Il y en avait, mais c'était pas courant. Et ça coûtait probablement assez cher. Alors ici, ce qui est intéressant à montrer, c'est la console de travail. Une console, ce qu'on appelle en anglais un switchboard. Donc, c'est vraiment une console de commutation ou de routage des appels. Et juste à côté, il y avait une console de maintenance, de service, avec des instruments de mesure pour mesurer la qualité des liens, des lignes de transmission. Alors, il y avait toujours un technicien disponible lorsqu'il y avait un problème avec les téléphonistes. Elle pouvait demander à un technicien d'y voir et lui avait des appareils, entre autres, là, pour mesurer les impédances, les pertes
sur les lignes. Okay? L'autre chose intéressante, regardez ici, c'était un homme. Hein? C'était les hommes qui s'occupaient de faire la maintenance. Le travail des femmes était évidemment réservé aux téléphonistes, donc qui parlaient aux clients directement. Alors, l'autre chose ici qui est intéressante, c'est les groupes de puissance, souvent placés dans les sous-sols. Ce qu'on voit ici, ce sont des générateurs AC. Les tonalités comme la sonnerie pour faire sonner le téléphone, les tonalités comme ce qu'on appelait la tonalité de composition, toutes ces différentes tonalités-là étaient produites par des moteurs qui tournaient exactement à la bonne vitesse pour produire les tonalités à quelques centaines de hertz. Et ça prenait de la puissance puisque ces tonalités-là, tout comme la sonnerie, étaient envoyées dans plusieurs téléphones en simultané. Donc, on utilisait des groupes de puissance pour produire les différentes fréquences qui étaient utilisées pour l'acheminement des appels. Alors, on convertissait du CA à CC. On faisait tourner des moteurs CC juste à la bonne vitesse pour produire, avec un alternateur en CA, produire les tonalités. Alors ça, c'était utilisé, ça a été utilisé jusqu'à la conversion au numérique. Il y avait des centraux téléphoniques qui utilisaient cette technique-là. Ceux-ci m'apparaissent assez gros par contre, il faut que je dise. Les plus récents étaient plus petits, peut-être comme ici. Alors ça, c'est dans les centraux téléphoniques, production de l'énergie, la puissance pour faire les acheminements d'appels. Et il y avait évidemment tous des schémas, là. On nous montre ici des schémas d'alimentation dans un central téléphonique. Regardez ici, on voit bien les batteries plomb-acide qui, soit dit en passant, sont toujours utilisées dans des centraux téléphoniques aujourd'hui. C'est tous des arrangements comme ça de batteries, donc même souvent transparentes pour qu'on puisse voir les niveaux d'électrolytes. Et les niveaux sont corrigés constamment. C'est des batteries plomb-acide. Ça doit valoir une petite fortune, ces banques de batteries-là. J'ai vu ça, moi, dans un central téléphonique. Des rangées et des rangées et des rangées à n'en plus finir de batteries. Et là, on tombe à la page 57. On voit ici le redressement. Alors, le redressement, il n'y avait pas beaucoup de techniques à l'époque pour faire du redressement électrique, hein, passer de CA à CC. Les lampes à vide, les tubes à vide, étaient évidemment une approche. C'était des tubes au mercure. Et c'était une façon plus ou moins efficace. En fait, pas très efficace, mais ça fonctionnait bien pour faire du redressement. Donc ici, c'était vraiment une des premières applications des tubes à vide, ça a été le redressement comme ça. On a aussi utilisé d'autres techniques comme des agencements de cuivre oxyde. Ce sont des plaques qui sont empilées les unes par-dessus les autres, comme cela, et qui, bon, par effet électrique, là, faisaient une rectification. Mais l'efficacité, il y avait aussi des plaques au sélénium. C'était très faible, c'était pas bon, les courants n'étaient pas élevés. Bien sûr, les gros avantages des semi-conducteurs dans le monde aujourd'hui. Alors ici, ce qui est intéressant de voir, c'est un schéma très simple d'un circuit téléphonique où on illustre évidemment encore une fois le récepteur à l'aide d'un cornet qu'on se mettrait à l'oreille. Et ça, c'est une ligne téléphonique avec deux abonnés dans son expression la plus simple. Tandis que de ce côté-ci, on a un agencement qui était probablement plus réel de ce qu'était un réseau à l'époque. Bon, ici, c'est un réseau de campagne sûrement avec une manivelle, un magnéto pour générer la sonnerie pour faire sonner les téléphones. Sinon, bien, c'était purement électrique. Hein. Cherchez pas de semi-conducteur, cherchez pas d'amplificateur. Tout ça, là, c'était tout de l'électrique uniquement. Bon, ici, on voit évidemment un switchboard. Eux autres, ils l'appellent de type A. Aux États-Unis, il y avait différents types A, B, C, et ainsi de suite. Et c'était donc une console d'acheminement d'appels. Madame, évidemment, regardez-lui le style de cheveux des années folles, des années 20-30. Très typique. Ce qu'on voyait aussi, c'est que les lignes téléphoniques qui entraient dans le central étaient souvent présentées sur une position, sur un poste, mais se représentaient des postes à plusieurs postes, de sorte que si cette téléphoniste était occupée, quelqu'un d'autre pouvait prendre l'appel. Donc, et pouvait acheminer évidemment l'appel aussi. Si c'est un appel entrant d'un autre pour connecter sur cette ligne, bien, il y avait plusieurs possibilités. Alors, à l'arrière de ces consoles-là, c'était des toiles à n'en plus finir de fils qui passaient d'une position à l'autre. Ça devait être absolument infernal de faire ces branchements et de s'y comprendre.
Ça devait être quelque chose de grave. Ah, regardez le beau téléphone. Très style, ouais, je dirais art déco, là, des années 30 et 40, en bakélite, n'est-ce pas? Alors ici, on a une position, justement, c'était des téléphonistes d'appel interurbains. Et j'ai compté rapidement, il y en a au moins une cinquantaine de femmes qui travaillent ici sur ce poste. Ça, c'est une grande ville américaine, définitivement, lorsque vous aviez autant de positions comme ça. Alors là, on tombe dans la partie télégraphe. Donc, on utilisait les lignes téléphoniques, non seulement pour la voix, mais aussi pour passer de la télégraphie. Donc, on pourrait dire là, du code Morse, mais c'était pas tout à fait cela. Là. On passait ça par la ligne téléphonique. Donc, envoyer des messages écrits, des messages textes. Okay? Alors, il y a tout un chapitre qui couvrait la partie de télégraphie. Et on va voir que la télégraphie, c'est pas mal plus que juste ce que vous pourriez croire, là, c'est-à-dire une clé qui envoie du Morse. La télégraphie, ça inclut aussi ce qu'on appelle le télétexte, donc en anglais télétype, télétype. On était capable d'envoyer des caractères. Vous avez un exemple ici, où chaque caractère a un code associé, un code de 5 bits, et chaque caractère est codé avec espace et ainsi de suite, là, changement de ligne. Donc, ici, ce que vous voyez là, c'est l'ancêtre du code ASCII. Et donc, on pouvait envoyer des caractères par télétexte. On explique ici comment le télétexte fonctionne. Et on a justement un exemple de petite madame ici qui était à leur console pour envoyer des messages texte. Et ici, on a un bon exemple d'un télétype ou si vous voulez, d'un télétexte qui était typique. Donc, c'était avec ces appareils, un à chaque extrémité, que du texte pouvait être envoyé. Ici, ce qui est intéressant, on tombe dans la transmission des lignes à plus longue distance. On utilisait des bobines de charge pour compenser. Alors, qu'est-ce que c'est essentiellement? Puis on en voit encore même aujourd'hui le long des longues routes. Ce sont des bobines, donc des inductances qui compensent pour l'effet capacitif qui s'accumule sur les câbles, entre les fils, entre les paires. La ligne devient capacitive. Alors, pour compenser, on met des inductances pour ramener la ligne un peu neutre au niveau réactif, de sorte que la bande passante est préservée. Sinon, bien, ça devient un filtre passe-bas et on perd beaucoup de fidélité sur la ligne. Okay? Alors ça, c'est ce qu'on appelait en anglais des loading coils ou des bobines de charge, je dirais, de compensation. OK, alors il y a tout l'aspect des poteaux à l'extérieur aussi. Vous remarquerez ici les différentes positions où les fils sont attachés dans le haut des pylônes. Ici, on appelle des poteaux là, en Amérique ou des posts en anglais, mais je crois que vous dites des pylônes en Europe. Alors, on a différentes positions et tout ça, c'était ordonné. C'était pas fait au hasard, hein? L'agencement des fils sur les pylônes. Ici, on a un exemple intéressant de câble coaxial. Alors oui, les câbles coaxiaux existaient à l'époque. Cependant, c'était réservé pour des applications de très haute bande passante. Et quand je dis très haute, là, ça fait un peu rire. Là. Regardez ici, on utilise le câble coaxial. Un seul câble coaxial peut être utilisé pour transmettre des centaines de conversations téléphoniques ou même de transmettre un signal de télévision standard. Wow! En 1938, on parlait déjà de télévision, puisque la télévision a été inventée dans les années 20 et vers la fin des années 30 commençait à se déployer avant la guerre aux États-Unis. Pas au Canada, par contre. C'est en 1952 que la télévision a été inaugurée au Canada. Mais dans les années, fin des années 30-40, la télévision commençait à être déployée. Et on décrit ici la télévision. Wow! On le mentionne. Alors, il a fallu se rendre au chapitre 25 pour pouvoir toucher à ce qui touche les tubes à vide au niveau de l'amplification. On nous montre ici une pentode, donc 5 électrodes. Alors ça, c'est la forme typique des tubes à vide de l'époque, avec l'anode habituellement attachée sur le dessus ici en haut. Alors on explique le fonctionnement des tubes à vide. Alors maintenant qu'on nous montre les tubes à vide, bien on nous explique que l'amplification était essentielle
donc des répéteurs, des postes répéteurs pour régénérer le signal, pour permettre au signal de se rendre beaucoup plus loin sur les lignes interurbaines, entre autres, tout ce qui est longue distance. Et on utilisait un tube dans la direction, un tube à vide dans la direction est, d'est-ouest, puis on utilisait un tube à vide dans l'autre direction. Alors, les canaux étaient divisés et il y avait ce qu'il fallait pour ne pas que le signal d'une direction vienne retourner dans l'autre. Il y avait ce qu'on appelle des bobines hybrides qui permettaient d'annuler, donc de balancer, un réseau de balancement pour ne pas que les signaux se mettent à passer d'un côté à l'autre et osciller. Donc, il y avait une forme d'isolation entre les deux directions. Et on a ici des arrangements, évidemment, d'amplificateurs, les uns au-dessus des autres, ici aussi, pour justement montrer l'amplification dans les réseaux interurbains. Mais encore une fois, les seuls ici éléments qu'on peut dire électroniques, ben ce sont ces tubes à vide. Avant le chapitre 25, on ne parlait essentiellement pas d'électronique, c'était de l'électricité. Tout le réseau local était bâti électrique, avec bobines, résistance, condensateur, relais, des choses du genre, mais aucune pièce électronique, tube à vide, entre autres. Et certainement pas des semi-conducteurs, puisqu'on est au moins ici 10 ans avant la découverte ou l'invention du transistor. OK, alors, encore une fois, un autre exemple ici, où on voit un système de régénération à 3 tubes dans ce cas-ci. Alors là, on nous montre quelque chose d'un petit peu plus compliqué. OK, maintenant, on avait le principe des lignes porteuses. En anglais, on dit « carrier ». Alors, les lignes porteuses, essentiellement, ils pouvaient multiplexer de façon analogique plus d'une conversation sur la même paire torsadée. Et ils le faisaient, bien sûr, comme on le ferait aujourd'hui dans un monde analogique, avec des modulateurs. Et donc, on décale chaque spectre audio de chacune des conversations dans tout le spectre qui peut être porté sur la paire. Donc, dans tout le spectre audio allant jusqu'à 50-100 kHz, eh bien, on mettait plusieurs conversations et à l'autre bout, ben, on démultiplexait avec des démodulateurs. On démultiplexait tout simplement les différentes conversations. Parfois, on entendait les conversations d'à côté. Je me rappelle très bien dans les années 70-80 sur les très longues distances, on pouvait entendre des bruits bizarres durant notre conversation et c'était les voix qui étaient adjacentes, qui venaient déranger un peu notre conversation. Alors, de l'électronique plus complexe, là on en montre un petit peu presque à la fin du livre, d'accord? Et ça, c'est, vous voyez ici, un pont de diode, mais c'est pas un pont de diode comme vous le croyez. C'était 4 dresseurs probablement au sélénium ou, comme je vous ai montré, cuivre, oxyde de cuivre. Okay? C'est un ampli quand même. Alors ici, ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on appelait la transposition des paires de cuivre. Alors, sur les poteaux, après une certaine distance, il fallait croiser chaque paire de cuivre, comme on le fait ici, sur des isolateurs. Et on le fait ici, on le montre un peu plus. Il fallait croiser les fils pour diminuer la diaphonie, ce qu'on dirait en anglais le crosstalk. Et il y avait des schémas de transposition comme ça des paires de cuivre, dépendamment de quelle position on était localisé, bien il fallait suivre, compter le nombre d'isolateurs et croiser aux bons endroits dans les poteaux, dépendamment de quel mode de croisement on voulait adopter. Alors il y avait tous ces patrons qu'on pouvait suivre de croisement. Assez spécial quand même. Et on nous montre plus de ces transpositions qu'on faisait, et les pylônes, et avec ici beaucoup de paires de cuivre le long d'une route, évidemment. De l'électronique, il y en avait, mais regardez ici, ce sont des techniciens qui font des essais. Ils ne sont pas en train de faire de l'acheminement d'appel. On est dans le chapitre des mesures, de l'instrumentation, et on a ici des techniciens qui travaillent fort avec de l'instrumentation moderne de l'époque. Et finalement, le spectre du signal alternatif au niveau des communications. On ne parle pas du signal HF ici, des hautes fréquences. On dit signal de courant alternatif. On part de 10 Hz et on va jusqu'à 10 MHz seulement. On n'allait pas très loin. Alors, les communications se faisaient jusqu'à un maximum de 10 MHz. Il n'allait pas plus loin au niveau communication dans ces années-là. La VHF était
à peu près inexistante là, avant la guerre. D'après ce que je peux comprendre, en tout cas. Alors, c'est le spectre radio illustré. Et il y a de moins en moins de choses en bas, au-dessus de 1 MHz, comme vous voyez. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce petit parcours rapide d'un livre intéressant. Ce livre sur les principes de l'électricité, 1938. Alors voilà, ça fait le tour du livre. J'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo un peu différent de ce que je fais à l'habitude, quelque chose d'un peu plus historique, un peu plus ancien. C'est bon de pouvoir voir le contexte, l'évolution de la technologie dans les décennies aussi. Si vous avez apprécié cette formule, gênez-vous pas de me donner un pouce vers le haut, sinon un pouce vers le bas. Je comprendrai que c'est votre niveau d'appréciation pour ce genre de vidéo. Et bien, si le vote est positif, j'en ferai d'autres. J'ai des vieux magazines aussi qui remontent à très longtemps qu'on pourrait regarder, toujours reliés à l'électronique et l'électricité. Donc, laissez-moi savoir votre appréciation et il y aura peut-être une suite à cela. Merci, à la prochaine!